Darty, vite, suis-moi. Tu dois retourner dans le passé pour changer ton futur. Mais qu'est-ce que vous racontez, mec? La DeLorean t'attend devant l'entrée. Tu vas pouvoir accomplir l'une des plus grandes aspirations de l'humanité. Pour cela, tu vas devoir retourner en 1955. Mais enfin, mec, mais pourquoi faire? Pour que tu baisses ta mère, Darty. Wouh, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche. Et bah oui, c'est la reprise, c'est l'épisode de rentrée, on est toujours vivant, on est toujours là. Alors merci à vous de nous écouter, merci à vous qui nous rejoignez d'être de plus en plus nombreux à nous écouter à chaque épisode. Pour l'émission de ce soir, ce sont des habitués, hein, vous les avez déjà entendus dans des émissions précédentes. Alors on va commencer par une personne que vous avez déjà entendue. Je sais pas trop si vous allez reconnaître sa voix. Bonsoir Milou. Bonsoir. Vous inquiétez pas, on a eu quelques problèmes. C'est le seul moyen qu'on a eu d'entendre Milou correctement. Il a une voix un peu spéciale. J'aurai le résultat qu'après, moi. Mais c'est pas grave, ça va être un petit peu drôle. On vous a fait je vais vous faire, à la fin de l'émission, je vais vous faire un petit best-of des galères techniques qu'on a eues, avec un peu de Daft Punk au passage. Enfin, c'était très drôle. Et autrement, on présente également, Dino. Bonsoir, Dino. Bonsoir, monsieur. Et également Steph Core. Bonsoir, Steph Core. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Comment ça va? Content de reprendre, content de revenir ici? Ah ouais, non, parfait, ouais. La rentrée qui reprend. Non, heureux de participer à l'affiche et surtout pour cette émission, pour un petit film, même bien générationnel. Un tout petit film, on va dire ça, un tout petit film. Un film amateur qui a été tourné dans les années C'est 80. Que j'ai découvert pour l'émission, d'ailleurs. Toi aussi? Ah ouais. Avant d'aborder le sujet de l'émission de ce soir, j'aimerais quand même faire un petit remerciement à tous ceux qui nous écoutent, parce qu'il y a à peu près un mois, le dernier week-end d'août, je n'ai plus la date en tête, il y a eu les résultats du 27-24 avec les Pod Radio Podcast Awards, dans lesquels l'émission À l'affiche a gagné dans sa catégorie. On a fini premier dans la catégorie, j'ai oublié le nom de la catégorie, on était face à Comic City et Pourquoi Buffy c'est génial. Et on a également au niveau de vote, du nombre de votants sur dans tous les podcasts confondus. Donc juste pour ça, je veux quand même vous dire merci. Quand je me suis inscrit pour ma part au Pod Radio Podcast Awards, c'était plus pour faire de la promo qu'avec l'objectif de gagner, plus pour que les gens découvrent cette émission que pour vraiment gagner. J'avais pas forcément d'intérêt. Et quand j'ai vu après, j'étais face à Pourquoi Buffy c'est génial, entre autres, où je n'entends beaucoup parler, je me suis dit que j'allais me faire éclater. Et puis quand j'ai vu les résultats, c'était très, très surprenant. Donc merci à vous, parce que la majorité silencieuse qui nous écoutait, avec qui je n'ai pas de contact, mais ça fait quand même plaisir de savoir qu'on est écouté, qu'on a des votants. Donc c'est très gentil à vous. Podcast. Comment ça, les du podcast? C'est les joies du podcast. Et voilà, tu passes ton temps à faire des trucs, mais t'as jamais de retour. Oui, ou très peu. la majorité silencieuse. C'est ça, c'est très très drôle, mais c'est très ça fait plaisir. C'est pour ça que même si on a eu une pause de 3 mois quasiment, ça fait quand même du bien de reprendre on va essayer de trouver un rythme cette année pour pas vous faire des émissions à un rythme de manière irrégulière. Alors on va attaquer avec l'émission, le sujet de ce soir. Donc à l'affiche du film ce soir, de l'émission ce soir, c'est le film Retour vers le futur. Un petit film, hein, on connaît pas trop. C'est un film sorti le 23 octobre 1985, réalisé par Robert Zemeckis, avec Michael J. Fox, Christophe Lloyd et Lea Thompson. C'est un film américain de science-fiction, aventure, comédie. Voilà, c'est un film que je tenais à faire, que je l'avais vu passer pas mal de fois sur notamment Netflix, sur lequel il est disponible. C'était plutôt intéressant. Pour ma part, je ne l'avais jamais vu avant de l'envisager pour l'émission. Est-ce qu'on l'a eu ou pas, les gars? Dites-moi. Je sais pas, ça peut peut-être donner sympa, moi, avec ma voix, non? Allez, on va rire un coup. Allez.
Ah bah oui, mais bon, écoute, c'était l'occasion de découvrir. Bref, qu'est-ce que vous l'avez vu combien de fois chacun? Parce que c'est quand même un film de culte apparemment. Attends, je sors mon calepin. Je sais pas, minimum une fois par an depuis que j'ai l'âge de le voir, D'accord, donc beaucoup. grosso modo. Steph Core, pareil, c'est un classique pour toi, je suppose. Si tu ouvres ton micro, c'est mieux, Steph Core. Ah, oui, d'accord. Non. Je suis de retour. C'est pas depuis tout à l'heure, il fait l'émission. Hein. Alors, Steph Core, combien de temps tu l'as vu combien de fois, toi, le film Après, le même principe que Milou, voire même plus, parce que dès que je rencontrais quelqu'un qui ne l'avait pas vu, limite, ouais, c'était sur la pizza à la maison et tu mates le premier et le deuxième, quoi. C'est quasiment obligatoire, troisième. quoi. Mais c'est vrai que c'est un film génial, quoi. Ouais, bah, oui, je suis peut-être pas aussi enthousiaste que vous, mais bon, oui, c'est quand même un film qui est plutôt Oui, non, sympa. Mais non, mais c'est parce que tu l'as découvert sur le tard. Je pense que c'est. Moi, je réfléchissais. Je suis un peu comme Milou et Steph. J'ai dû le voir, ouais, facilement. J'ai dû voir la trilogie une fois par an. J'en ai 30, donc j'ai dû voir au moins, on va dire, une bonne vingtaine de fois la trilogie. C'est vraiment. J'ai pas envie de dire c'est générationnel, mais c'est les années 80, quoi. C'est vrai que le découvrir en 2010, ça a plus forcément le même charme. Et moi, je me suis posé la question aujourd'hui. Je ne me rappelle pas la première fois que j'ai vu Retour vers le futur. C'est comme si j'étais né avec. D'ailleurs, je suis né avec. Moi, je me rappelle la première fois que je l'ai vu parce que il était sorti au cinéma et j'avais pu le voir au cinéma. Et il a fallu que j'attende, je crois, c'est en l'occurrence 2 ans, 3 ans après sa sortie, où j'ai pu mettre la main chez un pote sur une cassette vidéo. Et je l'ai ramené dans mon sac à dos, mais tout heureux et tout fier de pouvoir me le mater, quoi. Et ça a été, ouais, le premier visionnage, mais c'était je dirais, c'est tout bête, mais c'était le premier film de science-fiction, ouais, ouais, on va dire classé entre adultes et adolescents, qui était pas, comment dire, qui était, ouais, sympa et qui nous prenait pas totalement pour des idiots, quoi. Non, ouais, à l'époque, ouais, ça a été un gros moment de réussir à voir ce film-là, quoi. Et qui parlait à tout le monde aussi. Hein. Donc, quand Oui, tu regardes, exactement. ça parle, en tout cas pour ceux qui ont connu les années 80, ça parle à la fois aux jeunes des années 80, aux ados, mais ça parle aussi aux générations qui ont été dans les années 50, puisqu'une partie de l'histoire se passe dans les années 50. Je pense que c'est ce qui aussi a fait le succès de la trilogie, c'est que ça parlait à tout le monde, notamment aux États-Unis, mais aussi au-delà, quoi. Ça fait partie du fantasme américain, c'est les westerns, donc ça c'est le numéro 3, c'est les années 50 et puis les années 80 qui étaient des années un peu de désespérance. Bah du coup, voilà, ça marchait bien, quoi. Ouais, puis enfin, je sais pas pour vous, mais pour moi, de mémoire, c'est un des premiers films dont je me souviens qui parle du voyage dans le temps. Et je pense que ça a inspiré pas mal de films après. Et c'est peut-être aussi pour ça que pour Oasis, ça a peut-être pas fait le même effet que nous, puisque s'il y a des trucs qui ont été pompés, et même qui ont été pris en référence de Retour vers le futur pour faire des films sur le voyage dans le temps. Oui, c'est possible hein, que ce soit aussi cette histoire que quand t'as déjà un passé dans le monde du cinéma, enfin, d'avoir vu pas mal de films, même ceux actuels, que ouais, c'est moins fun. Après, il y a peut-être aussi un truc, c'est que beaucoup de gags, je les connaissais en fait, sans savoir que c'était forcément du Retour vers le futur. Je les connaissais, donc il y en a quelques-uns où quand la scène arrive, tu sais déjà ce qui va se passer, et c'est un peu moins fun quoi. Tu te dis déjà, ah oui, c'est ce moment où ils vont dire cette vanne à la con, et voilà, tu perds un peu comme un peu comme les bronzés, où les bronzés, pareil, je connaissais tous les sketchs avant de voir le film la première fois, et tu vois, tu fais, bah ouais, bah vu que je connais tout, c'est moins fun, quoi. C'était un peu pareil dans ce cas-là. C'est quand même dur de comparer Retour vers le futur avec les bronzés. Hein. Non mais au niveau de la vente, au niveau de la vente des Oh, y en a eu punchlines, trois. je veux dire. non. Non, la comparaison est certes très mauvaise, je suis d'accord avec toi, mais au niveau des punchlines, je voulais dire. Non, mais c'est vrai que Moi, je dirais- c'est vrai que Retour vers le futur, ça a été repris. Il y a des références partout. Je crois que c'est même dans Camelot, il y a des références. Dans des Ken, il y a eu plusieurs fois des références. Enfin, c'est très culturel en fait. C'est devenu très culturel. C'est un phénomène des années 80, quoi.
La preuve pour vous, auditeurs qui avez écouté l'intro, que c'est devenu, c'est très culturel et que ça parle à tout le monde, c'est que même une web-série récente arrive à faire un sketch sur Retour vers le futur et ça fait rire tout le monde. Puis de toute façon, et en plus, ce sketch, il reflète bien une partie du premier film, justement. Oui. Ça aurait pu être une version. D'ailleurs, peut-être qu'avec la règle 34, on peut trouver cette version-là. La règle 34 d'Internet. La règle 34 d'Internet, c'est tout ce qui existe sur Internet. Il y a une déclinaison pornographique qui existe aussi. Pour faire court. Tu veux dire Mais, qu'il y a une déclinaison pornographique de Ron Achebi de à l'affiche et toi, Ron Achebi aussi. Non, je ne cautionne pas cette version porno. Parce que sinon, on va être invité. Hein. Tu vois, nous, on a bien choisi. Nous, il y avait déjà une version porno avant qu'on le crée, nous. Oups. Désolé. Mais pour en revenir juste au moment comment dire, où le film est sorti, c'est que moi, à mon époque, tout ce qui était en rapport au voyage ou pas mal de films sur le futur, et surtout sur le voyage sur le temps, dans le temps, on avait un rapport, on va dire, soit H.G. Wells ou Jules Verne. Et c'était la première fois où on nous montrait de la science-fiction qui était fun. Ah, t'avais Doctor Who aussi qui existait déjà. Ouais, t'avais Doctor Who, ouais, mais nous, on Oui, marche on à l'avait côté, pas, ça Ouais, passait. c'est moins international. Ouais. Ça passait dans le Club de Dorothée, mais tu prêtais pas attention, et c'est vrai que c'était un petit peu. Même moi à l'époque, j'ai pas calculé. Mais c'est vrai qu'on nous a sorti de Jules Verne, de H.G. Wells et autres machin pour nous mettre un film blockbuster hollywoodien qui nous parle de science-fiction, de voyage dans le temps, avec du fun, un jeune. Et ça a été l'éclate quoi. Je me suis dit merde, purée, là c'était le point de révolution sur la science-fiction de se dire ouais, on va parler aux adolescents en utilisant des termes qu'on déjà utilisés justement par des grands auteurs quoi. Et le pire, c'est que c'est Et- peut-être même l'un des films sur la question temporelle, puisque, enfin, sans en être un, c'est-à-dire quand tu regardes franchement Retour vers le futur, c'est la question du temps est plus un prétexte à des situations et à l'histoire que c'est pas véritablement un film, une réflexion sur le futur avec une étude sur l'impact sur, même si c'est abordé, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film de divertissement. Je crois que c'est coproduit par Spielberg, enfin voilà, c'est pas étonnant. Oui, il y a Euh, Spielberg dans le voilà. générique intro. Mais il y a quand même un fond qui est très sérieux et que la question temporelle et de tous les films que j'ai pu voir sur cette thématique-là, c'est quand même le film qui arrive le mieux à éviter tous les pièges de la question temporelle. Il y en a quand même quelques-uns avec le côté desquels il passe pas, mais globalement, ce sujet qui est quand même très casse-gueule, parce que on passe tous le film en disant ouais mais ça c'est pas possible parce qu'il l'a pas fait, enfin ouais, dans le futur, mais ils arrivent quand même à en jouer et du coup ça a l'air sérieux. Il y a certaines règles qui sont pas respectées par rapport au voyage dans le temps. Mais enfin, en plus, la Doc en énumère déjà pas mal. Et même à la fin, il le dit, ouais, on s'en fout, quoi. Il y a des règles, mais tant pis, quoi. Si on voyage dans le temps, autant y faire quelque chose, quoi, en gros. Oui. Bah, plutôt que de tourner autour de l'histoire, on va rentrer et aborder le sujet de l'histoire de suite. Est-ce que l'un de vous se sent de chaud pour résumer l'histoire? Parce que pour ma part, l'ayant vu qu'une seule fois il y a pas très longtemps. Attends, tu veux que je le fasse en concis? Vas-y, tu seras plus clair que moi. McFly et Doc partent dans Marty McFly et le Doc partent dans le passé. Créer un petit paradoxe sur le fait que son père et sa mère ne se rencontrent pas, du moins se rencontrent, mais se crée pas une relation entre eux, ce qui fait que cela crée un paradoxe sur lequel Marty et sa famille cessent d'exister. Donc ils doivent retourner dans le passé avec Doc. Non, sans Doc. Ouais, sans Doc. Doc ne voyage pas, lui. Il y a que Marty. Ouais, il y a que Marty qui voyage. Donc Marty doit retourner dans le passé pour créer la relation entre son père et sa mère et que ce paradoxe s'annule et qu'il soit présent, du moins qu'il soit conçu dans le futur. Mais c'est aussi ça l'histoire de fond, c'est l'histoire, si on retire tout le côté futur, c'est l'histoire d'un adolescent qui ne comprend pas ses parents. C'est-à-dire qu'il a un rendez-vous avec une petite copine, sa mère est méfiante envers tout ça, elle lui dit non mais c'est pas une mère c'est poule. pas bien à cet âge, etc. C'est un peu une mère poule et puis un peu avec des valeurs et une vision de la vie qui est un petit peu conservatrice. Un père qui est complètement, mais on sent qu'il n'y a aucune connexion entre le fils et le père. Et l'occasion de ce voyage dans le passé va permettre à Marty de découvrir ou redécouvrir ses parents
et finalement de les voir, même s'ils sont changés par un truchement du temps, mais de les voir sous un œil nouveau et sur ce qu'ils sont vraiment. Voilà, c'est aussi, c'est peut-être aussi pour ça que ça nous a parlé, nous, parce qu'on l'a vu ado, parce qu'on s'est tous identifiés à Marty, qui comprenaient pas nos parents. Et puis finalement, avec le temps, on arrive à les comprendre. Tu dis que ça parle entre guillemets à votre génération, parce il y a même une dizaine entre vous trois, voire même plus pour certains, moi. Mais je trouve, enfin, sur les thèmes principaux de l'adolescence, alors forcément c'est transposé aux années 80, mais ils m'ont quand même pas mal parlé aussi. Ils ont pas forcément parlé qu'à une seule génération. C'est des problèmes assez classiques qu'on retrouve un peu partout. Quand je parle de génération, c'est plus la tranche d'âge. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, c'est un film que je montrerai à mes enfants, mais je leur montrerai pas, ils le verront avant, mais je leur montrerai pas avant qu'ils soient adolescents. Je pense que c'est un film, faut que tu le voies quand t'es adolescent. Oui. Parce qu'il y a une autre lecture, enfin, dans certains moments, t'as une autre lecture de l'histoire quand comme dans beaucoup de films d'ailleurs, de ces moments-là avec l'adolescence. Et on va aborder une première réflexion que je me suis faite quand j'ai vu ce film-là, c'est que il a quand même pas mal vieilli quand même. Quand tu vois les personnages, quand tu vois les adolescents, alors ils sont habillés un peu au style de l'époque, mais ça passe quand même bien, j'ai trouvé à l'image. Quand tu vois que certains films des années 90 sont un peu, ça pique les yeux, celui-là, il passe encore même le look. Alors tu sors comme ça dans la rue, on te regarde un peu bizarrement, mais il y a un petit, ouais, ce que j'ai dire, il y a un petit côté. Je sais pas si le mot hipster est bien placé, mais il y a un petit côté hipster un peu qui fait que c'est pas si choquant que ça de le regarder aujourd'hui en 2015. Vestimentairement, on a retourné aux années 90, les baskets montantes ou autres font un retour en ce moment, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un décalage non plus énorme. C'est vrai qu'ils ont été quand même dans le stéréotype et vu que l'adolescence, même au fil des années, des décennies ou des générations, ça bouge pas trop. Et c'est vrai que vestimentairement ou autre, ils ont fait assez attention pour que ça reste assez générique, quoi. On n'a rien qui est stigmatisant, je trouve, à l'extrême pour l'époque. Mais c'est le 2 qui sera intéressant de ce point de vue-là. Parce que le 2, ça se passe 30 ans après 85, donc 2015. Donc si tu l'as pas encore vu, ça sera l'occasion de voir un petit peu comment dans les années 80 ils concevaient les années 2015. Donc ça sera intéressant. Je vais le regarder sous peu pour rigoler. Je suis bien déçu. Comme beaucoup de monde d'ailleurs, c'est la classique actuellement, je vous cache pas, mais je vais le regarder pour rigoler un bon coup de ce qu'ils imaginaient en 2015, ça peut être très fun. Pour montrer à quel point un film a marqué une génération, c'est pour faire un petit aparté sur le 2, c'est que justement, actuellement, on essaye de se rapprocher au maximum de ce qu'on a vu dans Retour vers le futur 2. Entre le hoverboard que tout le monde essaye de faire, les Nike autolassantes. Mais est-ce que c'est pas aussi un coup de marketing pour surfer justement sur ce film culte qui parle à tout le monde, donc enfin une bonne le grand public se dit que c'est ah oui, c'est la quoi, parce que ça parle à tout le monde. Mais c'est du marketing parce que le film a marché. Voilà. Si ça avait été un épisode de Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien, on s'en foutrait royalement. Oui, vraiment d'ailleurs. Mais arrête, qu'est-ce que t'as avec les nains? À moi, rien. Mais après c'est le cas, enfin c'est pas spécifique, c'est quand tu prends les tablettes, Apple ils ont rien inventé, enfin les tablettes elles étaient déjà imaginées dans Star Trek il y a 30 ou 40 ans, les mecs ils avaient des tablettes médicales, ils faisaient tout dessus, enfin voilà quasiment toutes les innovations, même Jules Verne, même Léonard de Vinci, moi j'ai eu l'occasion d'aller au musée Léonard de Vinci à Milan, t'as une maquette d'un projet d'hélicoptère, enfin donc finalement chaque invention est l'écho de quelque chose qui date un peu dans le passé. Ouais, mais par exemple, si on te vend un iPad, on va pas te dire ça a été imaginé dans Star Trek. Mais c'est vrai que dans... Ah oui, non, c'est... Tandis que là, on essaye de te vendre l'overboard de Retour parce que c'est dans Retour vers le futur. On essaye de te vendre les baskets Nike parce que c'est les baskets Nike de Retour vers le futur. C'est quand même bien étiqueté mais déjà vis-à-vis du film. Là. Déjà à l'époque, par exemple, les baskets, c'était déjà très bien idée, bien contrat. Il y avait un beau contrat avec beaucoup d'argent qui a financé le film, etc. Oui, de toute façon, comme tous les films, de toute façon. Mais ouais, la date se rapprochant, là, c'est vraiment... c'est boosté à mort sur le film, pour le film, et on veut faire exactement la même chose, quoi. On l'attend, quoi. On nous l'a promis, le cinéma américain. Faut croire tout ce que nous dit le cinéma américain, ce qu'on nous faisait croire dans les années 80.
C'est forcé que, moi je veux mes photos lassantes. Hein. L'overboard, je veux pas, parce qu'à mon âge, si je me pète le fémur, je suis mal. Mais, non, les Nike autolassantes, ça, je les veux, quoi. Tu veux dire que maintenant, si je prends une voiture et que je roule à 88 miles à l'heure, j'avancerai dans le futur ou dans le passé? Et tu crois que c'est quoi qu'on reproche à Volkswagen en ce moment? Ah oui. Qu'est-ce que tu crois qu'on reproche à Volkswagen en ce C'est vrai que c'est moment, un peu hein? dans le thème en même temps, ouais. On est un peu dans l'actu, ouais. Mais non, mais j'aimerais bien, quoi. Mais c'est vrai que, comme disait Dino, on l'a toujours eu dans la littérature, dans l'histoire et les arts, comment dire, de la précognition, on va dire, sur les inventions du futur, et elles ont toujours été Mais là. même C'est vrai que c'est le propre, je t'interromps, mais c'est le propre de l'art en fait. L'art, c'est imaginer ce qui n'est pas encore possible de créer. Il se trouve qu'aujourd'hui, on a la possibilité de créer ces choses-là, mais l'idée, elle vient forcément il y a 10, 20, 30 ans. Quoi. Exactement, parce que même on parle de l'overboard. L'overboard en lui-même, c'est une création d'une planche de skate qui lévite. C'est dérivé derrière, peut être beaucoup plus large, mais c'est vrai que désormais, ce qu'on voit dans les films, regarde un Minority Report, il y en a beaucoup qui rêvent de se retrouver avec des tendinites aux épaules parce que tu as les bras en l'air en train de triturer des écrans. Mais il y en a plein qui en Mais rêvent, même tu quoi. prends, même l'overboard, c'est ni plus ni moins que le concept du vaisseau dans dans le premier Star Wars, épisode 4. Et Exactement. du petit vaisseau, voilà, c'est dans l'idée de l'époque, c'est le truc à sustentation. C'est à l'époque, c'est les trains magnétiques il y en a un en Allemagne, je crois, qui n'a pas de roue, qui est sur un monorail, mais qui lévite. Voilà, c'est le témoin finalement des années 60, 70, 80, qui ont quand même été des années en termes d'innovation dont on l'oublie, mais qui ont été quand même des années fantastiques. Quoi. Le Concorde et compagnie, c'est des années. Les années 80, justement, marquent un peu la limite de ces grandes innovations technologiques, pour plus des innovations liées à l'Internet, notamment avec l'explosion d'Internet. Tout à fait. Et c'est vrai que on peut voir un petit point de conjecture, du moins un point fixe qui, justement, Retour vers le futur marque un petit peu ça, quoi. Ce basculement, à partir des années 85, on a un avènement technologique beaucoup plus important et beaucoup plus rapide. Ça passe tout bêtement par les ordinateurs, les consoles de jeux ou autres, où ils se sont imposés à ce moment-là, quoi. Et Retour vers le futur, qui justement, au-delà du voyage dans le temps, aussi fait une approche sur une technologie rêvée, euh, c'est resté un point fixe pour beaucoup de générations. Et c'est aussi ce qui contribue à rendre le film crédible. C'est qu'il y a tellement de technologie. Alors, pas trop dans le premier, dans le deuxième. Il y a tellement de technologie qu'en fait, le voyage dans le temps lui-même en devient crédible. Ouais, dans le premier film aussi, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau effets spéciaux, à part les quelques effets sur la DeLorean, il y a rien. C'est. Mais ils passent encore bien les effets spéciaux, hein. Y a pas. Ouais, mais au Avec la final, main c'est clair, transparente qui est chelou. au final, il y en a quasiment Ouais, ce pas. que j'allais dire, il y en a pas à part, beaucoup au final, ouais. À part la traînée de flammes au début, les étincelles qui sortent des roues de la DeLorean quand elle amorce son voyage dans le temps, effets spéciaux, il y a quoi? Il y a rien, rien. Il y a quelques cascades et compagnie, mais et c'est pour ça aussi qu'il a très bien vieilli ce film-là. Et c'est aussi, Non, un film qui est très bon techniquement, je trouve, en termes de réalisation. Le début du film, la manière dont est filmée l'introduction, c'est aussi ça qui marque le film. Moi, j'ai toujours entendu dire ce qui a marqué Star Wars, c'est l'arrivée du vaisseau en haut de l'écran. Les gens n'avaient jamais vu ça au cinéma, c'est le truc qui marque. Et je pense que dans Retour vers le futur, ce qui te marque, c'est cette introduction musicale où tu vois toutes les inventions, tu vois, enfin voilà, il y a une espèce de machine, il y a des télés qui s'ouvrent, une machine qui sert de la bouffe pour le chien et compagnie. Il y a une introduction, il y a une manière de filmer, et aussi ça se ressent dans tout le film. C'est un film qui est quand même hyper moderne, même encore aujourd'hui. On se dit, il y a des plans qu'on est habitué aujourd'hui à voir au cinéma, mais du coup, ça veut dire que ça a quand même été trouvé dans les années 80, quoi. Et c'est la grande richesse des réalisateurs, des quelques réalisateurs de la fin des années 70-80 qui ont apporté, enfin vraiment rénové le cinéma, notamment le cinéma d'action et de divertissement. Zemeckis, par exemple, est un excellent réalisateur. Enfin, c'est la vague moderne, quoi. C'est comme il y a eu dans les années 60 la nouvelle vague, on a eu la vague moderne, du moins de cette remodernisation on va dire de l'écriture cinématographique qui a été fait à partir de ce moment-là, dans les années 80, quoi. Et ça reste, et c'est vrai que tu as tout à fait raison. Beaucoup de plans ne bougent absolument pas dans beaucoup de réalisations qu'on voit actuellement, quoi. Ouais.
Je vais en profiter quand on parle. Lino, t'as abordé le sujet de cette première scène où on voit ce qui se passe dans la maison et toutes les inventions, tout ça, et quand on voit Marty McFly qui joue de la guitare. On le voit jouer de la guitare une fois dans le film. Il casse l'ampli et Ça, c'est du rock. Ça c'est du rock. Et après, plus rien. On sait pas ce que ça devient. On n'est même pas sa copine qui lui en parle. Enfin, ou alors je l'ai pas saisi, mais il y a pas sa copine qui lui en parle à un moment. Il se passe. Enfin. Bah, il en refait à la fin. Il en refait à la fin lors du concert. Johnny B. Good. Oui, il y a le concert, mais. Exactement. Mais je pense que si tu veux, au début, c'est plutôt pour poser les personnages. C'est-à-dire que Martin McFly, c'est un peu le mec, voilà, il met tout à fond. On voit bien mettre tous les boutons à fond. Il met tout à fond. Ça pose d'abord cette introduction. Elle pose l'univers du doc. Il est pas là, on le voit pas, mais on comprend vite que c'est un mec un peu fou, qui invente plein de trucs, etc. Et puis c'est présenter le personnage de Martin McFly qui arrive là-dedans, mais c'est l'adolescent dans sa grande splendeur. Il prend aucune précaution. Il fait tout à fond. Ça lui pète à la gueule, bah c'est pas grave. Derrière, il faut autre chose. Cool. Et donc, ça introduit ce duo de personnages qui quand même là, qui fait la force de la série. J'ai pas envie de dire que c'est les comédiens, mais c'est vraiment le duo de personnages. Martin McFly et Doc Brown, c'est les deux sur la trilogie portent en grande partie aussi le succès de la trilogie. Oui. Ah, puis, de toute façon, c'est des rôles qui leur collent à la peau. Hein. Pour moi. Michael J. Fox, ça restera toujours Marty, peu importe dans quel film il va jouer. Et Christopher Lloyd, c'est pareil. Mais ça leur tient tellement à la peau, c'est que Michael J. Fox avait fait une série dans 90, début des années 2000, c'était Sin City, et il y avait eu un caméo de Christopher Lloyd, et dans cet épisode-là, c'est une série d'allusions à Retour vers le futur. Il y a que ça. D'accord. Et pourtant, Christopher Lloyd, il a fait pas mal de. J'ai pas les titres de films en tête là, mais il a fait pas mal de films. Il est tout le temps déguisé, maquillé différemment. Mais c'est toujours le Doc, quoi. Peu importe la gueule qu'il a, c'est le Doc. Ah bah de toute façon, le Doc en tant que tel, dans Retour vers le futur, il a une tronche. Tu peux pas savoir que c'est pas un savant fou, quoi. Il a tout dit cliché du savant fou. Il a les cheveux gris, il est toujours ultra enthousiaste. Il y a que lui personne ne le comprend, mais il est toujours sûr de lui dans tout ce qu'il imagine. Il te fait trucs. C'est cliché, c'est tout du cliché, quoi. Tu peux pas faire pire, quoi. Tu le montres à quelqu'un, ouais, c'est. Quand tu regardes physiquement, c'est Einstein. Les cheveux, le côté un peu loufoque. Tu le sens capable quand il se prend en photo de tirer la langue. Voilà. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, ouais. Après, même au niveau des personnages, quand on découvre les parents, bah oui, c'est toute cette scène où on présente un peu toute la famille, enfin tout l'entourage qui va avoir une importance pour l'histoire dans le film. On découvre... La mère alcoolique. Ouais, où t'as la famille un peu... Le père accro à la télé. Où t'as le père qui se fait bouffer par un... Comment on pourrait dire? Pas un collègue? Non, pas aussi un collègue. Ah, c'est son chef. C'est son supérieur. À son supérieur et sa mère aussi qui est pas fameuse quand même, quoi. C'est toute cette présentation des personnages, on voit quand même que c'est comment dire, c'est assez particulier. Il y a une ambiance, c'est pas un film normal, c'est pas une histoire normale, et on sent que ça va partir après dans le loufoque, on pourrait dire, dans la fiction. Et donc dans toute cette présentation un peu des personnages, il y a la présence du Doc, mais pas physiquement. Quand on découvre toutes ces on l'a déjà dit, toutes ces inventions, on sent qu'il est très présent. On sent même que Marty McFly, on peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont très proches, qui sont très proches les uns des autres. Et quand on voit le Doc arriver là quand on découvre sur ce parking, c'est comment dire? C'est une tornade blanche. On Oui. est prêt en fait à l'accueillir. Alors il arrive, parce que bon, c'est une scène où il demande à Marty de le rejoindre en pleine nuit sur un parking. Oui, pourquoi déjà? Avec une caméra, et tout de suite il lui saute dessus. Il est en train d'expliquer tout le concept. Ça va super vite. Mais en fait, t'es embarqué, t'es pas surpris parce que avec la présentation qu'on t'a fait avant, tu l'as eu un petit peu au téléphone. Bon, tu te doutes que le personnage il va ressembler à ça. Oui, tu fais un peu normal. Oui, un peu normal, quoi. Le mec un peu renfermé sur lui-même, quoi. Quand tu le vois un peu isolé sur son parking, comme ça, il fait un peu seul au monde, dans son monde, dans sa bulle.
avec cette invention, on pourrait dire, cette fameuse DeLorean, où la première démonstration va être quand même va faire son petit effet, mais va être assez, comment dire, présente juste le concept et sert à rien après pour le reste de l'histoire. Mais on va découvrir tout cet environnement et le sujet principal de ce film qui est de bouger vers le reste de, comment dire, je perds mes mots. De voyager dans le temps, voilà, je cherchais mes mots. Mais en fait, cette scène, elle a juste pour principe d'expliquer le concept et après, on n'y revient plus. Faire une Et démonstration c'est- aussi, ouais. Voilà, il y a pas vraiment d'explication du concept, comment ça marche, etc. Voilà, il te montre juste, avec une petite mise en abîme, voilà, où tu revois la vidéo. Voilà, c'est didactique, on va dire. C'est un moyen assez intéressant en termes d'écriture que de montrer, d'expliquer le concept sans avoir un mec qui explique avec un schéma derrière. On fait, bon, alors, il faut être à 88 miles à l'heure et compagnie. Voilà. Le voyage dans le temps pour les nuls. Non, c'est ça, c'était simple et efficace, quoi, comparé à d'autres films, comme on a pu se taper un Inception qui va te répéter le principe 14 fois dans le film. C'est vrai que là, c'était. Je Non, t'aime, c'est vrai, Steve, quoi. Là, c'était une explication simple, voilà, toi, mais t'as une séquence qui va durer 20 secondes, on va dire 30 secondes maxi, t'as tout compris. Voilà, et on n'est pas obligé, on compte sur ton intelligence, voilà, et pour ta mémoire, pour que tu comprennes. C'est vrai que désormais, dans beaucoup de films, on te rappelle énormément et très régulièrement comment dire, le principe du film ou les mécaniques du film. C'est vrai qu'à l'époque, au moins là, c'était propre, clair et net. Mais petite anecdote, on a eu de la chance quand même d'avoir la DeLorean, parce qu'au départ, ce qui était prévu, c'était un frigo. C'est vrai, ça me dit quelque chose, ouais. Mais comment ils auraient voulu faire pour un frigo si tu t'enfermes dans le frigo et tu peux bouger À 88 miles à l'heure, le frigo, putain. Un Ah, frigo fallait sur mettre, roue. moins 10 degrés. Moins 88 degrés, c'est bon, tu peux voyager dans le temps, quoi. Ouais, mais après, ils ont eu peur du principe que les enfants reproduisent la scène et s'enferment dans des frigos. Oui. Donc, Et de mémoire, ils ont, ils ont choisi la DeLorean parce que c'était une bagnole qui se vendait, qui avait fait un flop phénoménal. Ouais. Donc ils avaient réussi à en trouver un stock Pas pour cher. 3 francs 6 sous. Et encore derrière aujourd'hui. maintenant ça se revend une fortune, quoi. Mais l'histoire de la DeLorean, c'est fantastique. Pour le coup, c'est la voiture du futur. C'est-à-dire que c'est une voiture qui était conçue par un mec qui s'appelait donc DeLorean à la fin des années 70 et qui avait pour ambition d'être hyper sécurisé. Donc c'est le matériau extérieur, je sais plus ce que c'est, mais c'est Inox. Voilà, tout est leur châssis déformable, autoradio, toutes les innovations qu'on retrouve quasiment dans nos voitures d'aujourd'hui étaient à l'époque. Le problème, c'est que ça coûtait un bras à fabriquer, ça a vite coulé. En plus, le patron de L'Oréal s'est fait arrêter. Mais donc, on s'est retrouvé avec tout un tas de pièces de L'Oréal non montées. Ils en ont monté quelques-unes à la hâte en 80, au tout début des années 80, qui étaient, enfin, voilà, qui sont encore en circulation. Et aujourd'hui, comme ils ont produit les pièces, on a tout un stock de pièces de DeLorean qui existe. Il y a un mec qui a racheté les stocks, qui a repris les plans et qui les refournit pour pouvoir entretenir les DeLorean qui sont à l'origine des voitures qui étaient conçues pour durer longtemps, pour être Mais que hyper personne sécurisantes, voulait. etc. Et personne voulait. Aujourd'hui, tout le monde se l'arrache. Je crois qu'il en reste 6000 exemplaires et tout le monde se les arrache. Mais On en veut tous une. mais au final, quand tu vois la DeLorean, c'est même si, enfin, c'est le symbole du film. D'ailleurs, elle est sur l'affiche du film, c'est pas pour rien, mais au final, la voiture en tant que telle, elle est pas si belle que ça, donc c'est plus l'intérêt. Oh non, tu peux pas c'est dire plus. ça. Elle est belle. Ah non, Non, on va là, se fâcher, là, on va se ouais, fâcher, on va se fâcher. non, On va se fâcher. On va se fâcher. Enfin, là, attends, vas-y. si elle se vendait pas bien avant le film, c'est bien qu'il y a le. Mais non, Ouais, mais elle avait se pas vendait été bien, ça a trafiquée été cher. par le bug. Ah oui, bah oui, là, forcément, quand elle est trafiquée avec ces afficheurs, ces deux énormes. Ces deux trucs noirs là qu'il y a sur le coffre de la voiture là que je sais pas à quoi ils servent d'ailleurs. Ces sortes de. Ah, C'est pour refroidir le moteur, le convecteur temporel. Ah oui, Bah, j'ai eu le la... convecteur temporel. comment dire, j'ai eu la chance dans le milieu des années 90. En plus, c'était au salon du sport automobile à Paris où il y avait une exposition de différents véhicules et tout. Et j'ai vu la DeLorean de Retour vers le futur, le premier. Et le fait d'avoir des bouteilles à peinture. De peinture accrochée à l'arrière, on se rend compte de tous les détails et sincèrement vive le cinéma parce on voit pas absolument, mais c'est monté avec des bouteilles des bombes à aérosols repeintes et fixées sur un morceau de carcasse en aluminium et
quand tu le vois en vrai, le mythe, il en prend un petit coup. Mais quand même, tu cherches juste si un connard avait pas laissé tomber les clés au sol et pouvoir repartir avec la voiture. Mais même l'original, en termes de style, c'est dans le pur style carré, architectural, notamment des voitures européennes de la fin des années 70, années 80. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de revoir, il y a pas longtemps, c'est une Renault 17. C'est très anguleux comme voiture, hein. mais c'est moderne. Enfin, moi j'adore ces voitures-là parce que c'est une période un peu carrée. C'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt dans les voitures rondes. On est revenu un peu dans la mode des voitures des années 50, 60, un peu rondes avec des jolies formes. Je pense qu'on reviendra, parce que tout est une question de cycle, d'ici 20 ou 30 ans sur des voitures un peu plus anguleuses, etc. Pour des belles rayures quand t'as un accident. Mais c'est vrai que c'est la période barrière comme ce week-end Oasis, tu as vu les Alpines. Oui. Et la DeLorean s'inscrit parfaitement dans ce. Ouais, c'est un peu les mêmes lignes. Oui, ouais. dans l'idée un peu, ouais. Tout est fait avec une règle. Il n'y a pas de compas et de dessin à la main, ouais, t'as raison. Avec un petit détail que depuis le début, on dit que c'est assez crédible dans l'idée. Le convecteur temporel, quand même, c'est juste un petit boîtier avec 3 lumières à l'intérieur, hein, au niveau de l'apparence. Mais non, c'est ça fait tout. C'est ce qui fait tout, le convecteur temporel. Tu le vois quand il présente et tu fais. Tu sais, je sais pas, moi, quand tu te dis, c'est un. Alors, elle est trafiquée de partout, je dis pas le contraire. Mais ce point-là, quand il te présente le boîtier, c'est une boîte en métal avec une vitre et 3 lumières dedans. Enfin, c'est. Excuse-moi, mais là, la crédibilité sur ce truc-là, tu fais non, quoi. Après, tu te doutes bien derrière, il te laisse imaginer derrière que le moteur fait que tu peux aller très vite. D'ailleurs, avec le carburant avec lequel il fonctionne, tu laisses imaginer que c'est un système très complexe qu'il y a derrière. Mais il y a ce petit coin-là qui te fait dire non, quand même pas, quoi. Bah, à l'époque, on avait de l'imagination, donc on n'était pas obligé d'aller dans le détail. Moi, quand le doc il a présenté la boîte, je me suis dit ouais, la technologie. Moi aussi, je le voyais que c'était une boîte avec un néon à l'intérieur et voilà, mais l'imaginaire faisait que il fallait un truc visuel. Encore. Il fallait un truc oui, visuel. par contre, ça c'est visuel, Ouais, ça c'est nécessaire. visuel, par contre, c'est bien ça. Et, Si le mec qui dit là, c'est derrière. Bon, tu ne vois pas parce qu'il y a une protection, hein, mais voilà. Mais c'est derrière, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, mais j'y croyais, quoi. Je me suis dit, ouais, il y a des fois, la technologie se résume à 3 fois rien. Imagine que ton smartphone, tu le présentes à quelqu'un dans les années 80, il va voir qu'il fait plein de choses, mais il va se dire, mais la technologie, elle tient pas dedans, quoi. Tu lui présentes simplement le concept. En lui disant, tu vois, ta truc-là, il fait 6 mm d'épaisseur, il pèse 180 grammes, il est aussi puissant que 10 fois plus puissant que ton PC là. Rien que sur le principe, le mec va regarder, il va dire, attends, c'est n'importe quoi. Et j'ai plus arrête de stockage fumer, que tu quoi. peux mettre dans toute ta baraque. Ouais, voilà. Non, mais en là, plus- le doc, En plus, c'est une voiture conçue par Colin Chapman, donc du coup, il n'y a rien d'étonnant. C'est dans les détails Ouais, que Colin voilà. Chapman, il était à chier, le restant, c'était. Non, puis après, Mais, faut pas oublier qu'au final, la DeLorean dans le film, c'est qu'un accessoire au scénario. Hein. Oui, mais c'est C'est un pas- très gros accessoire au scénario quand même. Ouais, mais la DeLorean, elle passe le plus clair de son temps dans un garage. On la voit quasiment pas. On la voit au début Ah, et on la voit à la fin. Oui, mais je suis pas tout à fait d'accord parce que à la fin du film, c'est quand même la DeLorean qui est au cœur du suspense final. Avec toute la. Parce qu'ils ont ouvert une porte après pour une suite. Mais dans le premier film, la DeLorean, au final, tu la vois très peu. Oui, bah tu la vois à la présentation et quand il passe en 1955. Après, oui, c'est vrai que la DeLorean elle est planquée et tu passes sur la suite de Après, c'est une bagnole. l'histoire. Après tu. T'imagines mal, c'est Retour vers le futur 4, c'est l'histoire de la DeLorean. Alors, c'est la DeLorean, elle a perdu Marty parce qu'il est en panne. Du coup, il y a la DeLorean qui ferme le tour. C'est Cars, en fait. Non, mais dans les autres films par rapport au premier, il y a plusieurs voyages dans le temps dans les films. Non, sauf Oui. le 3. Le 3, c'est à peu près sur le même schéma, Mais dans que le 2, le c'est premier. vrai que ça fait du Mais dans le 2, la voiture est beaucoup plus mise en avant. Mais dans le premier, en fait, c'est vraiment qu'un accessoire, quoi. Ça amène Marty dans le passé. Il la planque parce Et, qu'on le prend pour un fou. Il y reste en rade. Et au final, elle lui permet de rentrer quand même parce que le jeune Doc la bidouille pour qu'il puisse rentrer. Mais le scénario de Retour vers le futur 1, en fait, c'est le fait que Marty, en arrivant dans le passé, peu importe le moyen, au final, fout la merde dans la relation de ses parents et doit corriger son tir, quoi.
Mais au final, la voiture, c'est vraiment qu'un accessoire dans le premier. C'est Ouais, mais les- c'est un accessoire à l'écran, mais dans le fond de l'histoire, si elle tombe pas en panne, il peut repartir Oui. tout de suite. Oui, et donc il n'y a pas ce problème. Oui, oui. Donc, y a pas, y a Ouais, pas- et du coup, non seulement c'est plus un accessoire, mais du coup, il n'y a plus de film. Oui, Voilà. donc du coup, Mais on voilà, n'est pas là c'est pour que- en parler. Elle est pas très Ouais, bizarre. voilà. C'est vrai c'est pas un personnage principal à l'écran, mais c'est un vrai personnage, un vrai ressort de l'histoire, parce que finalement toute l'histoire dépend d'elle. C'est-à-dire que toutes les évolutions du scénario vont dépendre des aléas de cette voiture. Ouais, mais sa technologie en elle-même, à la rigueur, on s'en fout. Ah bah complètement. Ah bah oui, on C'est s'en fout c'est une machine à clairement. voyager dans le temps, ça marche avec 3 diodes qui s'illuminent et puis basta, ça va, ça Mais va, même ça va de bien manière, quoi. c'est à l'image du film, c'est de manière générale, tout le côté voyage dans le temps scientifique n'est qu'un prétexte. Le reste, c'est une histoire, c'est des histoires classiques avec des scènes d'action et de divertissement. Enfin, voilà, moi, ça fait 15 fois que je le vois, je me suis encore tripé à le regarder, mais vraiment comme un gamin, quoi. J'étais tout content. Voilà, quand il y en a un qui casse la gueule à un autre, je fais ouais, c'est ça. Et voilà. Exactement. Mais ouais, à la rigueur, savoir comment elle marche, au final, on s'en fout. Ah quoi. bah oui, mais il n'y a pas d'intérêt. Et on aurait, je pense que s'ils nous expliquaient même, ça nous perdrait, ça nous sortirait du film. Et puis ça se trouve, même eux, ils le savent pas. Hein. Non, bon remarque, c'est un film, hein, donc tu sais, il n'y a pas d'intérêt derrière. À part le fait qu'il a eu l'image du convecteur temporel en se cassant la gueule sur ses chiottes, c'est tout ce qu'on sait, quoi. C'est pas faux. Bah, il y a quand même le coup, comment dire, du besoin en, comment dire, en matière fissile, en. J'ai oublié le nom aussi, c'est pour ça que Bon, je dis j'ai pas eu peur. Le plutonium. le plutonium qui va le Ouais, mais Voilà. enfin. Et- La seule explication qu'on a là-dessus, elle nous suffit quoi. Bah oui. Il faut une énorme réaction au moment de passer dans le, enfin de voyager dans le temps. Ouais, bon bah d'accord, oui, il faut. Donc il faut un carburant qui est de la pêche. Ok, bon, ça va. Moi pour moi ça me suffit. Enfin, dans ils le- auraient dans pu le te film. dire du plutonium ou n'importe quel autre truc. Au final, on te dit un mot, mais tu sais pas vraiment ce que c'est derrière, quoi. Ouais, il faut 50 litres de kérosène en une seconde pour que ça voyage dans le temps. Moi ça me va Oui, aussi. voilà, on est d'accord. Mais C'est- Ah non, je veux dire, c'est que comment dire, c'est justement le besoin de plutonium qui va créer, comment dire, un ressort aussi dans le film. Oui, C'est oui. que cette technologie crée un ressort. Parce que t'as ce qui arrive à Doc qui crée un ressort pour la fin du film, quoi. Et c'est aussi ce qui contribue à la magie, c'est-à-dire que, enfin, surtout quand tu le regardes, t'es un peu plus jeune, il y a des termes techniques qui ne sont pas forcément expliqués, qui sont une évidence. C'est un peu comme quand tu vas chez le médecin et qu'il fait l'ordonnance et que tu piges rien à l'ordonnance. T'es obligé de le croire. Et ben là, ils t'en disent le moins possible. Voilà, c'est 1,31 gigawatts, 2,21 etc. gigawatts. Convecteur temporel et compagnie. Plus ils t'en disent sans te l'expliquer, mieux c'est en fait, parce que du coup, ça prend en crédibilité. Même si ça veut rien dire au fond, je pense que les mecs se tirent les cheveux en disant mais non, c'est pas possible. Moi, je pense toujours aux mecs, parce que je suis convaincu, on dit souvent Star Trek et Star Wars, c'est à l'origine de tous les mecs qui font des études, des ingénieurs, voilà, c'est en regardant ces films-là. Moi, je suis convaincu que c'est aussi, et peut-être parfois surtout, grâce à Retour vers le futur, qu'ils ont eu l'envie de faire des sciences, parce que c'est quand même le truc qui est le plus scientifique des 3 trilogies. Et je me dis toujours, le mec, il doit être déçu, tu sais, quand il arrive, il a fait 15 ans d'études et tout, et il se met enfin sur le sujet du truc temporel, il fait, mais en fait, Doc Brown, il raconte des conneries. En fait, c'est de la merde, la DeLorean. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Mais oui, après, pour continuer dans l'idée, dans le voyage, quand il a la transition en 1950, il y a aussi cette histoire qui doit réaliser la. Il y a une autre partie qui est déclenchée, on rentre toujours un peu plus dans le voyage dans le temps et dans la réflexion qui est pas nouvelle, l'idée que si tu modifies le passé, ça peut transformer ton futur. Mais là, je sais pas, c'est expliqué de manière plus simple, plus claire, ce qui fait que ça parle à plus de gens. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'il en profite un peu pour modifier son futur quand même. Ou alors je dis une grosse bêtise. Bah, je pense pas qu'il en profite volontairement, je pense pas que ce soit sciemment. Non, c'est pas volontaire, mais ça modifie son. Il Ça impacte un améliore peu son le passé. quotidien, quoi. Voilà, il fait correspondre le passé avec ce qu'il a vécu dans. Attends, c'est compliqué. Avec son futur, lui, mais il y a quand même des modifications qui font qu'au final, ça va aller un peu dans le sens de l'amélioration. Mais en fait, c'est qu'il fait une grosse bourde qu'on va qualifier d'humaine quelque part au début quand il est dans le passé.
et il va tenter de la réparer, mais il pourra jamais la réparer vu que ce qui aurait dû se passer initialement, n'a pas pu se passer. Et c'est d'ailleurs ce qui est intéressant parce que la bourde qu'il fait, c'est sauver son père quand il doit se faire renverser par une voiture qui va l'amener à rencontrer sa mère. C'est le coup de foudre, ils s'embrassent et c'est voilà. Mais en fait, c'est vrai que c'est son réflexe naturel de sauver son père quand il voit la voiture arriver. Mais en même temps, on sait aussi, parce que ça a été dit un peu plus tôt, que sa mère lui raconte tout le temps l'histoire, qu'il la connaît. Donc tu dis en même temps, voilà, il la connaît, l'histoire, mais son réflexe, c'est que malgré tout, c'est la preuve quand même que c'est son père et que même si tu sens qu'à un moment donné, c'est la scène où il y a le repas de famille juste avant le voyage dans le temps, etc. La scène où il y a le repas de famille est quand même très limite dramatique, quoi. C'est quand même à un moment donné, t'as Martin McFly qui est face à 4 personnages, mais qui sont. Enfin, tu te demandes si c'est vraiment sa famille. Et il a des regards quasiment de pitié pour son père qui est. Enfin, sa mère raconte leur rencontre, c'est super émouvant. Le père, il est en train de regarder un sketch à la télé et il réagit même pas. Il a un rire de con. Enfin, mais là, tu dis, bon, finalement, son père, il l'aime parce qu'il veut le sauver, alors qu'au fond de lui, ben voilà, il a quand même entendu 50 fois sa mère raconter qu'il avait failli se faire renverser par son grand-père. Non, et tu te rends compte que même la fin, ce qui modifie son propre futur, même son propre présent à Marty McFly, c'est pour aider son père. Mm. Même pour que son père change. Et c'est tout autant qu'il l'a sauvé de la voiture, il veut aussi sauver son père de son futur, sans penser que lui, son futur va changer. Mais Tu crois vraiment que c'est volontaire, qu'il veut. Moi, je pense pas que ce soit volontaire. Je pense que c'est simplement qu'il essaye de réparer son erreur. Et que finalement, lui, en intervenant dans la vie de ses parents, va entre guillemets, les contaminer un petit peu à son. Il va amener son père à se libérer et puis ça va dégager les choses. Le vrai problème, c'est que sa mère est amoureuse de son père, mais quand on voit sincèrement le père au début, dans les années 50, je dis quand même comment elle a pu tomber amoureuse de lui, et puis ils vivent une vie de merde, faut être honnête. Mais c'est le fait que lui arrive avec justement son naturel, puis c'est ce qui a passé entre-temps, son assurance aussi, qui fait que ça va révéler sa mère, non, parce que sa mère se révèle assez facilement, mais surtout ça va pousser son père en fait à être Marty en quelque sorte. Et donc du coup, Mais Marty le pousse aussi. Ouais, mais en fait, il a pas le pense pas que choix. ce soit volontaire. Je pense pas qu'il y ait une volonté de Marty de se dire je vais en profiter pour changer l'avenir de mes parents. Je pense que voilà, il essaie juste de réparer une connerie, puis finalement ça s'en sort pas trop mal. Non, je pense pas qu'ils veulent changer l'avenir de ses parents. Je pense simplement qu'il veut sur le moment changer son père sans penser que c'est son père, mais on va dire plus en le prenant comme un pote et tout, mais de voir le changer en lui disant affirme-toi quoi. Affirme-toi même sur l'instant. Avec la bourde futur, qu'il a faite avant la rencontre de ses parents ne s'étant pas faite parce qu'au final, dans le film, logiquement, le père de Marty et sa mère se rencontrent parce que le père de Lorraine, donc la future mère de Marty, renverse le futur père de Marty, et c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Mais en fait, le père de Marty, c'est limite un asocial. Il aurait jamais été la voir s'il s'était pas fait renverser. Il est un peu pervers. Comment ? Il est un tout petit peu pervers. Oui. Comme quelqu'un de son âge, on va dire. Ouais, on n'a pas les mêmes. Raconte-nous ton enfance, voilà. Milou. Hein ? Raconte-nous ton enfance, Milou. Non, sincèrement, je suis d'accord avec Milou. On a tous eu une paire de jumelles quand on avait 15-16 ans. Voilà. Maintenant, on est mieux équipés, on a des drones, on peut filmer la voisine sa piscine. Enfin bref. Moi, j'ai fait des trous dans les murs. Ouais, fais gaffe, les trous dans les murs, c'est un peu dévié. Mais... Arrête, stop, on n'est pas un podcast porno, hein, stop. Oui, donc du coup, le père de Marty, sans l'accident de voiture, il rencontre pas la mère de Lorraine, et vu que de lui-même, il va jamais personne, Marty obligé de le pousser à se mettre en avant et À sortir le dos du cul, et à faire le premier pas. Il est donc du coup, pour que lui puisse exister, il est obligé de changer son père. Mais c'est pas un choix qu'il fait, c'est qu'il a pas d'autre solution. Mais en fait, dans les deux cas, que ce soit dans la version originale ou dans la version modifiée par le voyage dans le temps, le père il y va pas instantanément, il est poussé à y aller. Dans un premier cas, il est poussé par la voiture, ce qui met qu'il la rencontre, ils sont amoureux et voilà. Et dans le deuxième cas, c'est
comme il n'a pas eu l'accident de voiture, c'est Marty qui doit le pousser, qui doit se battre quasiment pour qu'il aille faire le. Il y va, mais il s'y prend comme. Enfin, il faut dire que le père est pas très fut-fut. Mais voilà. Ouais, mais dans la version initiale, en fait, il est poussé à rencontrer la mère de Marty par la voiture, comme tu dis. Mais après, c'est la mère de Marty qui prend les devants et qui fait tout. Arrête. Voilà. Soyons clairs. La mère de Parce Marty. que dans la deuxième solution, en fait, c'est à lui de tout faire pour que la mère de Marty, après, prenne le relais. Ouais, même la mère de Marty, quand t'es adolescent, ça devient un fantasme quand même. Bah ouais. En plus, non mais sincèrement, en plus, elle est très mignonne la comédienne. Ah oui, même maintenant, Ah elle ouais. est pas encore bien. Ouais. Mais une réflexion que je Bah, me tu suis sais, faite. mais tu sais, Oasis, quand Oui. t'es mignonne à l'écran, même dans les années 50, t'es t'es toujours mignonne. Ouais. Tu veux qu'on reparle de Brigitte Bardot? Ah non, mais dans le temps, ok. Mais, non, mais aujourd'hui, tu prends Brigitte Bardot, tu regardes un film de Brigitte Bardot, elle est canon. Ouais, et maintenant N'importe qui se pignolerait sur Brigitte Bardot en la regardant dans un film. Pas en la regardant dans Voici ou Gala. Mais... non, mais après, tu fais ce que tu veux. Hein. Ah non, mais j'ai une grande passion pour Brigitte Bardot. Mais, J'aime mais, mon rôle. mais J'aime j'ai le eu film, une, mais ça, c'est un peu bizarre. mais j'ai eu une remarque à me faire à un moment, c'est que avant que Marty, quand il a juste rencontré son père, mais qu'il n'a pas encore réussi à faire, il a à peine côtoyé sa future mère, et elle est quand même très avenante. T'as du mal à te dire au début du film que quand elle était jeune, elle était comme ça, et que quand tu vois la famille au début, ils sont coincés, quoi. Tu te dis, enfin, c'est très curieux. Si t'imagines que Marty est juste un spectateur passé, c'est vachement étonnant. Enfin, je n'arrive pas à trouver mes mots, mais que sa future mère, quand elle veut embrasser son fils, elle est quand même très avenante. Et quand tu te dis qu'après, elle a réussi à avoir un penchant pour se coincer. Si Marty fait pas changer son père reste coincé, comment tu Non, te mais dis ça, que ça peut matcher non, entre mais les deux? ça, c'est parce qu'elle l'a vécu. C'est-à-dire que c'est une réalité en termes d'éducation, c'est qu'on ne refait jamais l'éducation, enfin, on ne refait jamais l'éducation qu'on a reçue. Mes parents ont été éduqués assez sévère. Mon grand-père mettait la ceinture sur la table. C'était la génération comme ça des années 30-40. Du coup, mes parents ont été assez coulants. Et je sais que moi et mon frère, on a tendance à être un petit peu plus autoritaires dans l'éducation qu'on peut avoir sur les enfants. Donc, on est toujours un peu l'opposé. Là, la mère, elle était adolescente, elle était un peu chaudasse. Maintenant, en grandissant, elle a des enfants, mais ça, c'est une maman. Donc, elle est un peu plus protective, elle est un peu plus, voilà, elle fait un peu plus attention à ce qu'elle fait. Ouais, Moi, sincèrement, le contraste me choque pas parce que si tu te dis, il y a 30 ans entre les deux, en plus 30 ans d'une vie, voilà, c'est d'un beaucoup, mariage oui. qui visiblement est pas hyper heureux. Non, d'accord. Mais voilà, tu dis, à la limite, c'est compréhensible, quoi, que tu veuilles éviter que tes enfants passent par ça. Bah, je pense elle était adolescente. Heureusement, elle pense différemment. Alors, heureusement, malheureusement, elle pense différemment à 40 ans. Pas 40 ans, non? Ouais, 40 ans. Et puis, enfin, même l'histoire de la rencontre, il y a le doc qui utilise un terme, j'arrive plus à retrouver le nom. C'est pas le syndrome de Stockholm, mais le fait que la mère de Marty se prenne d'affection pour celui qui a été renversé par son père. Le doc lui donne un nom à. Elle fait un transfert. Ouais, un espèce de transfert et ouais. C'est pas le syndrome de Stockholm, c'est un autre, mais dans le même style, il donne un nom. Je l'ai vu samedi pourtant, mais j'ai oublié. J'ai regardé en VO, donc je peux pas te dire. Ah ben en VO aussi, ça doit y être, mais ça doit pas être le même nom. Mais peut-être. je me rappelle pas en fait. Et même Mais quand ils sont au lycée et que Marty lui explique ce qui s'est passé, il lui dit ouais, c'est le syndrome de. Donc amis auditeurs, si vous le retrouvez, vous pouvez nous le tweeter. on n'est Est-ce pas que en c'était une live. capitale européenne? Syndrome de Rome? Il me semble pas. Syndrome d'Athènes, non? Capitale mondiale? C'est pas l'effet Florence Nightingale? Peut-être bien, ouais. C'est l'effet Florence Il Nightingale. dit ça dans le film? Putain, faut que je le regarde. Si, Voilà. non, mais il Sa mère tombe nomme amoureuse de lui clairement en le soignant. le syndrome ou l'effet qui fait que elle se prend d'affection pour la victime de son père.
Oui, qu'elle Ouais, est, comment dire, attendrie par quelqu'un qui est blessé, en fait. C'est ça, ouais. Oui, je vois ce que tu veux Et dire. avec un sentiment de culpabilité. Oui, je vois ce que tu veux dire, ouais, que je vois pas non plus le nom, mais je vois le principe et oui, ça a déjà été abordé dans d'autres séries, d'autres films, donc c'est quelque chose qui existe vraiment en plus, donc. C'est une fille qui recherche pas le père chez un mec, mais elle recherche le mec que pourrait tuer son père. Voilà, c'est. C'est pas bon signe pour le mec en question, mais bon. Mais c'est vrai que t'as l'impression que ce soit Marty et son père, ou ça aurait pu être Biff Tannen, par exemple, qui serait renversé, elle serait tombée amoureuse. Voilà, C'est pas ça. compliqué. C'est oh mon Bah, Dieu, s'est retrouvé à c'est- s'occuper d'un mec dans sa chambre, c'était bon, quoi. Parce que c'est surtout ça que t'as du mal à te dire. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est de voir comment ça s'est passé avec le père qui se fait renverser par la voiture. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait après pour la séduire? Parce que c'est. Enfin, faut vraiment qu'elle ait un énorme coup de foudre pour avoir fait sa vie avec. Alors que le mec, mais c'est une larve. Enfin, Ah, mais là, donc, c'est le pire des soumis, là, quand même, hein. ah bah oui, mais Et là- encore Marty, tu te dis, il a du charisme, il va, c'est pas étonnant qu'il plaise parce qu'il est courageux, parce que bon, il est courageux aussi parce que c'est ses parents, il veut sauver l'erreur qu'il a fait. Mais là, tu dis le père, c'est vrai qu'il se fait renverser par son futur beau-père, mais qu'est-ce qu'il a fait pour cimenter un amour qui est visiblement passionné, puisque encore temps après, elle continue de raconter autour du rôti comment elle a rencontré son père. Ça lui a laissé un moment magique, mais on aimerait savoir lequel. Et en plus, t'as la même scène qui se passe en 1980 et quand ils sont en 1955 où tu vois le père qui se fait bouffer dans les deux cas avec Ah ouais. exactement le même. Mais mot à Où mot, c'est là, je l'ai- et c'est là que je trouve ça, j'ai trouvé ça assez parlant que ça joue sur ce que tu t'as vu très peu de temps avant et c'est là que tu te dis mais si tu changes pas mais ce mec là il a une vie pourrie quoi. Si le Marty ne ne revient pas dans le passé pour changer son futur, il a une vie, mais c'est une catastrophe, quoi. Mais je veux pas avoir une vie comme lui, quoi. Le mec, le pauvre. Heureusement que le père s'est fait renverser, en fait. Parce que Oui. si c'était pas fait renverser, ouais, voilà, c'est comme quoi. Et même, Le destin. même tout à l'heure, Dino, tu abordais le fait que McFly, il est toujours très sûr de lui. J'ai l'impression que le fait qu'il ait voyagé dans le passé et le fait qu'il sache que c'est pas sa réalité à lui, fasse qu'il s'en fout un peu en fait, que il peut répondre au mec ou bon il se fait quand même péter la gueule mais que il peut leur répondre que de toute façon il aura un moyen de s'échapper après. Mais c'est un peu ce qu'on renvoie au début avec l'ampli. C'est-à-dire que c'est un ado qui réfléchit pas forcément aux conséquences de ce qu'il peut faire, même si dans le futur, il réfléchit pas trop mal parce qu'il y a quand même le doc et puis que le sujet est sérieux, mais il fait tout à fond. Voilà, c'est l'adolescent typique. Enfin, je vais pas faire Mais après, l'analyse ouais, non, adolescent, sur mais de lui, c'est l'adolescent typique. Sur de lui, c'est pas tout à fait vrai. Marty, il est fonceur et tout, mais Là, il est fonceur parce qu'il y a ses parents. Il est pas sûr de lui quand il s'agit de monter sur scène pour faire de la musique. ouais, non, mais pour ce qui le concerne lui directement, non, il est pas sûr du tout, quoi. Il se remet, il se remet assez vite en question et il aime pas trop qu'on le critique, quoi. Mais enfin, c'est pas trop développé dans le premier. On le sent déjà un peu, mais Ouais, c'est particulièrement criant dans le 2, c'est vrai que. Mais en fait, c'est vrai que c'est vraiment que dans le 2 qu'il devient le héros. Là, c'est un peu. Il est le héros, mais il y a une telle galerie de personnages qui est assez importante. Il y a des scènes où on le voit pas. Que, voilà, le premier, c'est plus. Si on va faire un peu l'historique de la trilogie, le premier, c'est plus, on va dire, la famille, le concept. Voilà, c'est vraiment l'ensemble qui est le héros. Dans le deuxième, c'est Marty le héros. Dans le troisième, c'est Doc Brown qui est le héros. Voilà, c'est trois films qui ont chacun un personnage principal. Et la preuve que depuis le début on dit que le film est un peu découpé, c'est que là cette scène enfin cette partie du film dont on est en train de parler, il y a plus la DeLorean, il y a plus le doc, il y a encore un petit peu cette histoire de voyage dans le temps, mais on est parti sur une autre histoire en fait, sur un autre film qui se déroule en parallèle de la première. Un petit peu dans cette idée-là. Et après, quand on découvre le doc, mon truc qui m'a un peu surpris, c'est quand t'as McFly qui... Enfin, le doc, il fait des trucs quand même assez fous. Et quand tu vois que McFly explique le concept, qui lui dit « Alors toi, t'es dans le futur, t'as fait un système pour voyager dans le temps, voilà, je te le montre. »
le mec il comprend quand même assez vite. Tu te dis, enfin c'est très, je trouve ça, c'est de la science-fiction, mais il y a 2-3 points, tu fais ouais d'accord, mais là il y a trop quoi. Non, ben non, pas tant que ça, parce que la date à laquelle Marty arrive, même si elle coïncide avec la rencontre de ses parents, ce qui est un pur hasard scénaristique, c'est surtout la date où Doc Brown s'est cassé la gueule sur ses chiottes et a imaginé le converteur temporel. Donc le jour Ah même, oui, quand je devais Marty zapper débarque ça. en lui disant t'as inventé une machine à voyager dans le temps et qui lui explique le converteur temporel, le Doc fait tout de suite la relation, puisque pour lui ça date de ce matin l'invention. Oui, mais t'as quand même quelqu'un. Enfin, je sais pas, moi, si tu trans. Bon, c'est de pure imagination, mais si tu transposes ça maintenant, t'as quelqu'un qui vient te voir qui te dit alors, je connais quelqu'un dans le futur, je viens du futur, je te connais toi dans le futur, et il dit oh ouais, d'accord, on va faire ça comme ça, et c'est limite s'il a pas tous les plans dans la tête, même de la DeLorean après, quand il tente de la faire redémarrer avec l'histoire. Enfin, avec la grande scène finale où ils vont tenter de récupérer suffisamment d'énergie pour la faire redémarrer, t'as l'impression que c'est le Doc de 1980 qui a basculé en 1955 également, quoi. Ou alors qu'il a pas bougé, qu'il avait déjà tout dans la tête depuis le début et que ça a pas bougé en 30 ans. Non, non. Ben oui, Oasis, il est il n'y a pas de différence. Il est intelligent dans les années Oui, mais 50, il est en intelligent 30 ans, dans il a eu les le temps de années. réfléchir un peu plus à son système. Mais il n'y avait pas de DeLorean. Ouais, mais là, Il voulait une voiture qui allait de Il la n'y avait gueule. pas de DeLorean. le système, il l'a inventé le matin. Enfin, il l'a trouvé le matin même, et on lui amène tout cuit le soir. Donc tout ce qu'il a imaginé le matin, il a pu à se demander alors comment faut que je réalise ça et tout. On lui amène sur le. Non, mais c'est vrai. Bah, Non mais c'est pour aller un peu dans le sens d'Oasis, c'est vrai que quand même il se retrouve avec une technologie il y a Oui, d'il qu'il y a a pas 30 ans l'habitude avec de un truc connaître. à plutonium et compagnie. Lui-même le dit à un moment donné. Mais tu crois qu'on trouve du plutonium n'importe où, peut-être dans les années 80, ok on en trouve, mais nous on n'en trouve plus. Et c'est vrai que la technologie nucléaire dans les années 50, il y a 3 pays qui la maîtrisent. Lui il n'en a sans doute pas utilisé. Et pourtant en 2-3 jours il va te bricoler la voiture avec moteur nucléaire. Enfin le moteur n'est pas nucléaire, mais il va réussir à bricoler un truc pour remplacer le moteur nucléaire. Il sait que un éclair va permettre de compenser les 1,31 gigawatts. Enfin voilà. Tu te dis, c'est vrai 2,21. que. C'est combien 2,21 gigawatts. Ouais, mais dans putain. la version originale, c'est 1,21. Ah, pardon. Ah, c'est ce qui me semblait. Pardon. Ils en ont rajouté entre temps. Mais non, mais dans la VF, c'est bien 2,21, mais ils ont rajouté un de plus dans la VF. C'est une bonne question. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois très très bien. Bah après, oui, il y a toutes ces... Enfin, moi, c'est... Mais après, voilà, je retrouvais mes mots. Ce que je trouvais étonnant, c'est que c'est un film futuriste, on est d'accord, enfin, de science-fiction, avec cette histoire de voyage dans le temps. Mais la relation entre les personnages est basée sur une certaine réalité. Je veux dire, la relation entre le père et la mère, c'est que ça pourrait être un film qui est basé sur des faits réels. Ce serait, il y a pas de futuriste dans la vie des personnages. Il y a quand même McFly qui vient voir le doc, même si le doc est complètement barré, et ça passe bien. Il y a ce point-là qui m'a étonné. Et après, bon, s'ensuit toute la fin du film avec cette histoire, avec cet éclair, et il va réussir il va choper suffisamment d'énergie. D'ailleurs, tu te demandes comment il réussit à faire ça, mais il va réussir à choper assez d'énergie pour voyager dans le futur. Mais il y a ce point-là où, quand j'y réfléchis un petit peu après, ça collait bizarrement, je trouvais. Mais après, c'est pas étonnant parce que tu vois quand même déjà, c'est un adolescent de 17 ans qui est ami avec un scientifique un peu barré, un peu solitaire, visiblement mis un petit peu quand même au banc de la société, en tout cas dans son patelin de la société, etc. Donc, à la limite, c'est pas étonnant que les atomes crochus qui ont existé en 85 se nouent très rapidement, parce que la personnalité du doc étant telle, tu vois bien que qu'il n'a pas changé d'un poil en 30 ans, qu'il est toujours aussi foufou. Et donc, finalement, c'est normal de dire que ça matche rapidement. Ça a matché une fois en 85. Elle se retrouve en 55. Au début, il y a de la méfiance, mais dès que le doc, elle a la confirmation qui vient bien du futur, même s'il aurait pu faire un tour dans les toilettes pour voir ce qui s'était passé, que c'était cassé la gueule et tout. Mais voilà, dès qu'il arrive, automatiquement, bah voilà, c'est comme s'ils se connaissaient depuis 82 ou 83 quand ils se sont rencontrés. C'était un dimanche matin, c'était au marché, ils faisaient leurs courses. Mais voilà, enfin
Mais il y a des gens comme ça, enfin, il y a des gens comme ça dans la vie qui sont d'un naturel. À peine tu les rencontres, ils sont extrêmement familiers avec toi, ils te racontent plein de trucs. Et tu pourrais les rencontrer dans 30 ans sans les avoir vus, tu les reverrais. Et ben le courant passerait, il s'en reprendrait comme si tu les avais vus hier. Donc à la limite, Doc Brown, c'est pas étonnant et moi ça me choque pas forcément dans leur relation, le fait qu'ils se retrouvent vite comme en 85. Mais après, des incohérences dans le film, t'en as plein. Pourquoi est-ce que si tu y prêtes attention, c'est clair, mais c'est vrai que, tu vois, même en ce moment, on est habitué à des films où justement on essaie un petit peu plus expliquer, comment dire, comment dire, la science-fiction et on essaie d'expliquer un petit peu plus, chose qu'à l'époque on ne faisait pas, quoi. On te donnait une idée générale qu'on a pu donner justement sur le premier démarrage ou le premier test avec la DeLorean, et derrière il reste des incohérences. Comment dire, la DeLorean, elle a une intelligence artificielle. Et remarquez que au début, comment dire, à la fin du film, la voiture ne démarre pas. Et si elle avait démarré, il n'aurait jamais pu repartir. Bah, il tente de démarrer au moment où il doit partir pour comment dire, aller toucher le câble. Il tente, et elle démarre pas. Si jamais il avait démarré, elle démarre pile poil au beau moment où il démarre, il passe le truc, il accélère, ça part, et il tombe pile poil dans le centième de seconde dont il avait besoin. C'est le Si tu destin. réfléchis, tu te dis la voiture, elle est vachement intelligente, quoi, parce qu'elle l'a bloqué jusqu'au pile poil au bon moment. Donc, Doc, il a mis une IA dans la voiture, quoi. Il y a plein d'incohérences sur le Ah, côté mais il voulait que- peut-être la sur démarrer à le- l'avance, ça c'est pas tellement dit ça. Non mais Oui, Non, mais non, même, mais c'est comme la scène sur le parking où il fait démarrer voilà. la voiture, elle a les freins, enfin, elle bouge pas, mais elle est déjà à 46 km/h. Enfin, tu dis, même si tu Ouais, fais voilà. patiner les roues arrière, la voiture, elle est pas à 46 km/h, arrête. Elle va pas Exactement. démarrer et tout de suite être à 46 km/h, elle va redescendre à zéro. Exactement. J'essaierai demain avec la Mais- Clio, voir. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. Mais des incohérences, tu en as. C'est vrai que désormais, on a des films comme Gravity qui essaient de poser des règles plus costauds sur la science-fiction. Mais là, ça reste un blockbuster divertissant. Tu auras forcément des incohérences. Mais ce qui est le top, c'est que tu as un petit élément scientifique, mais tu as du gag, donc tu passes facilement au-dessus. Moi, je sais qu'à l'époque, il y a des choses sur le moment qui titillent, mais c'était... Ouais, mais c'était Et même fun. encore, c'est Voilà, incohérent. quoi. C'est incohérent. Ouais, c'est Oasis, tu incohérent. trouves ça incohérent, ça, tu le vois en 2015. Tu le regardes en 80, je crois qu'il sort 85-86, tu le regardes à cette époque-là, c'est des incohérences, tout simplement parce que t'as pas, il y a 30 ans de différence, il y a une évolution de la science qui est pas la même. Il faut quand même aujourd'hui reconnaître que la question des sciences, on y est tous plus ou moins un peu baignés dedans, même sans forcément être scientifique, mais on a tous des notions, il y a l'internet, il y a quand même des notions. À l'époque, on est quand même je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posent même pas la question, qui se disent mais la voiture, ben oui, la voiture elle vient du futur, elle vient des années 80, c'est une voiture high-tech, bah ouais, peut-être il y a un truc, je pense qu'ils se posent même pas la question de savoir pourquoi, comment, voilà, ça fait partie du mystère, c'est la force du film, c'est comme il n'explique rien et qu'il ne tombe pas justement dans la volonté de vouloir expliquer, bah à la limite, quand il fait des incohérences, tu les vois pas parce que de toute façon, on ne t'a pas mis ton cerveau en mode scientifique, on t'a mis ton cerveau en mode divertissement. C'est le défaut de certains films qui ont tendance à te vouloir faire une explication scientifique avec un beau PowerPoint et compagnie. Et là, automatiquement, toi, tu mets ton cerveau en scientifique et donc, du coup, tu es aux aguets de toute incohérence derrière. Là, c'est un film qui se prête pas à ça et je pense sincèrement qu'à l'époque où il sort, on se pose pas forcément trop de questions sur les cohérences. La voiture, la machine à remonter dans le temps, c'est tellement une histoire de dingue que les gens sont épatés par le film, épatés par l'histoire et que les détails, ils les voient même pas. Alors qu'on les voit, nous, aujourd'hui. C'est toute la différence. Ouais, exactement. Non, c'est clair que tu as tout à fait raison. À l'époque, les connaissances scientifiques, même les connaissances infimes qu'on a désormais, ouais, on les avait pas. Moi, si à l'époque on m'avait parlé du chat de Schrödinger, j'aurais dit c'est qui? C'est le nouveau voisin. Je vais le chercher avec mon frangin. Mais tu vois, c'est vrai que Dino a tout à fait raison là-dessus, quoi. Et c'est vrai que désormais, ouais, on pousse beaucoup plus sur les films, même parfois un petit peu trop loin pour certains. Et on nous ressasse histoire de nous faire entrer ça en tête. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était du fun, quoi.
Justement, à l'époque, moi j'avais lu, ouais, c'était H.G. Wells, Le voyage dans le temps et tout, c'était génial comme bouquin. Mais même H.G. Wells, si tu lis Le voyage de temps d'H.G. Wells, euh, il parle comment dire, des différents paradoxes, mais sur la technique ou autre, il va pas s'étaler non plus énormément. Il y a des incohérences, il y en a Et même quelques-unes. moi, enfin, moi, je vois, Mais je suis en train de, parce que j'aime écrire, je suis en train d'écrire une histoire qui se passe dans un monde où il n'y a pas de, il y a pas de, il y a plus d'humains. Voilà, le mec est seul sur Terre. Enfin, ils sont seuls sur Terre. Et même quand t'écris, tu penses à plein de trucs. Tu dis, faut que t'anticipes chaque incohérence. Mais à un moment donné, quand tu commences à te dire, s'il faut que j'anticipe chaque incohérence, je vais plus avancer dans mon histoire. Je vais être bloqué par chaque truc. Donc, par moment, je crois que c'est Oscar Wilde qui disait, on peut prendre la réalité, mais la réalité a ses limites. On peut prendre des libertés avec la réalité, que dans la vue d'ensemble, ça ait l'air réaliste. Après, si plutôt que si dans la vraie vie la rue tourne à gauche, mais qu'en fait moi ça m'intéresse dans mon histoire qu'elle tourne à droite, et ben je la ferai tourner à droite. Les gens iront pas vérifier. Donc voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut intégrer. De toute façon, dans tout film, il y aura de l'incohérence. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai regardé plein de fois. J'ai profité de l'émission pour le regarder pour la première fois en étant critique, en me disant tiens, je vais regarder, c'est un film que j'adore, je vais le regarder en essayant d'avoir un regard nouveau, un peu plus analyste sur le film. Et là, tout d'un coup, tu les vois, les incohérences. C'est-à-dire que voilà, ça fait 15 ans que je le regarde et que je vois pas les incohérences. Et là, j'en ai vu quelques-unes qui m'ont sauté aux yeux. Voilà, mais après, bon, bah, ça me choque pas parce que bon, voilà, c'est Retour vers le futur, quoi. exactement. Manque d'objectivité. Oui, bah c'est sûr quand tu l'adores et que. Mais volontaire. Mais je pense même que c'est sans doute pas évident de vouloir critiquer un film que tu adores et as adoré et adoreras encore après, de se dire que que tu peux potentiellement le dézinguer si tu fais un critique dessus, quoi. Bah, Je c'est pas peux très bien forcément. comprendre. Non, Ouais, Quand je dis critiquer, non, c'est pas difficile de le critiquer, il est pas critiquable de toute façon. Donc, Ah, mais de toute façon, non, mais de toute façon, quand je dis critiquer, c'est pas forcément dézinguer, mais c'est vrai que ça fait partie des films, nous qui l'avons vu depuis 15 ans, je pense qu'on l'a jamais regardé avec un regard critique, analyste. Je pense qu'on s'est jamais posé la question de. Voilà, Non. aujourd'hui, on le fait plus avec des films qu'on peut voir au cinéma parce que voilà, mais là, pour le coup, c'est un film qu'on a découvert, on était minots. On l'a jamais regardé avec des regards d'adultes, en fait. C'est seulement, moi, pour le coup, c'est seulement aujourd'hui que je le regarde avec un regard d'adulte qui analyse le film, qui connaît un petit peu quelques bases scientifiques, qui peut être critique, qui entre-temps a commencé à écrire des histoires et qui voit que les relations entre tel ou tel personnage tiennent plus ou moins la route, que c'est voilà, c'est quand tu te mets dans ce mode-là que tu le regardes différemment. Mais c'est pas forcément faire une critique négative, mais c'est passé en mode je regarde un film, c'est plus un divertissement, il faut falloir que j'en fasse un commentaire. Et donc, du coup, tu vois le film forcément différemment. Oui. Bah, ça a peut-être joué aussi sur le fait que j'ai pas autant, en dehors du contexte que je le regarde en 2015 et qu'il est beaucoup plus vieux que ça, que je l'ai regardé pour Tu l'as regardé préparer pour l'émission. Voilà, tu l'as Je l'ai pas regardé pour en me posant dans mon canapé, en me Voilà. disant tiens, je vais le regarder. Donc oui, ça a dû jouer aussi un petit peu à mon Alors que avis. nous, on a fait que ça. Voilà. Et en plus, on a vécu la hype du moment. Tu voyais les bandes annonces. La bande annonce te disait pas ça va être un film scientifique. C'était du fun, un ado, un doc fou, un voyage dans le temps et Ouais. du gag. Faut se Et remettre dans c'est le contexte vrai de que l'époque. C'est quand même l'époque où tu as l'impression que le crayon, il était inventé exprès pour rembobiner les cassettes. Donc, donc du coup, une DeLorean, même si le Y, il a l'air en toc, ça te paraît génial. T'as tellement raison. On a cassé Steph Carr. ah là, 100% d'accord. Là, c'est royal. Moi aussi, je t'aime, Lino. Ah ouais. et puis tant Moi, qu'on c'est est tout tant à qu'on fait est ça. dans les cassettes audio, bon sauf le petit, enfin c'était pas un clin d'œil à l'époque vu qu'ils avaient que ça le baladeur. Maintenant ça fait dans un film tu mets un baladeur, ça fait aussi de clin d'œil. Mais bon, mais il y a tout un tas de musique. Enfin, moi maintenant, je les entends, je peux pas faire autrement que de penser à Retour vers le futur, alors qu'elles n'ont pas été forcément Mais écrites ouais. pour le film. Bah moi bizarrement c'est l'inverse, mais pas étonnant. Bah oui, parce que comme tu découvres sur Ah, le non, tas. mais tu prends Johnny B. Good, pour moi c'est Retour vers le Ah oui. futur quoi. Il y a pas d'autre possibilité. C'est Ouais, mais oui, parce que les musiques, toutes les musiques qu'on entend dans les films, elles ont été
elles ont pas été conçues, enfin pas été composées pour le film. On est d'accord. Ah non, c'est des grands standards du rock. Enfin, si, il y en a certaines, si, qui ont été composées. Les Oui, fonds le musicaux thème ont été principal, composés. oui, Tout ce qui est et, musique rock et compagnie. Mm. Voilà, tout ce qu'on entend au début, par exemple, c'est des grands classiques. D'ailleurs, ils s'en amusent à la fin avec Oui. Johnny B. Ah Good. oui, c'est très drôle ça. Voilà, où, Mm. c'est le cousin de Chuck Berry qui lui dit tiens, écoute, et en Ouais. fait, c'est la chanson de Chuck Berry. Mais à la fin, c'est Mais vos enfants vont adorer. oui, c'est ça qui est très très drôle quand il leur dit ah je vais vous faire écouter ça, vous allez adorer et puis qu'ils aiment pas et que finalement Un bon vieux rock de un maintenant. bon vieux rock enfin un bon vieux rock de maintenant quoi. Mais vous verrez vos enfants ils adoreront ça. Ça c'est très très drôle, c'est le petit truc qui passe vraiment bien, qui ponctue bien à la fin du film, j'ai trouvé. Mais en plus, cette partie-là, il te fait en un seul morceau, il te fait passer de toute la musique, toute l'histoire de la musique en 30 ans, toute l'histoire de la tendance musicale en 30 ans. Il commence par un petit morceau standard. Quand il dit je vais faire un morceau, le morceau de Johnny B. Good, bon, c'est un morceau qui choque pas les gens ils dansent dessus. C'est vrai que ça va arriver quelques temps après, c'est les années 60. Puis il finit peu à peu par monter dans du rock, puis il se fait un solo guitare qui est limite du hard rock des années, c'est limite de l'industriel des années 80. Et en fait, juste dans Il a cette deux doigts séquence-là, d'exploser la guitare sur la scène. juste dans cette séquence-là, t'as toute l'histoire de la musique rock des années 50 aux années 80, quoi, qui est résumée. C'est vrai que ouais. Et je sais pas si ça vous le fait, mais depuis un moment du coup, depuis Retour vers le futur, moi quand j'entends juste au début des films le fond musical de la planète universelle qui tourne, pour moi c'est Retour vers le futur. Ouais, C'est comme le j'ai THX. exactement la même chose que toi. Lino. N'importe. Quand t'entends le Non mais THX, THX, c'est Star Wars. j'ai aucune. Ouais. THX, rien, mais le fond sonore universal, tu peux me le passer n'importe comment, je vais regarder, putain, il y a Retour vers le futur qui passe, quoi. Ah mais non, c'est pas ça. En fait, c'est Universal Soldier. Ah, Non, et merde. même et même le truc qui est imprimé dans le cerveau, c'est le thème de Retour bah vers oui. le futur, quoi. Le thème, il est absolument Mais génial. il a pas pris quoi. une ride lui hein. Tu Il a pas Tu pris dis une ride. Et on le reconnaît Ah ouais, non, encore, c'est même ça, c'est n'importe que- qui ne a pas spécialement vu le film. Coucou, c'est moi. Il sait que c'est le thème de Retour vers le futur, parce qu'on a tellement, à force d'en parler, que ce soit quand t'étais plus jeune à l'école ou après avec tes potes, tu sais ce que c'est. Ouais, toi, sans avoir Mmh. vu le film, tu étais capable de, quand on te donnait une musique, de dire c'est la musique de Retour vers le futur. Ah oui, mais là, ça c'est certain. En même temps, je pense qu'elle a été elle a été composée pour que elle marque, je veux dire, pour que ça soit oui. l'identité du film. Donc c'est vraiment fait pour. Bah, c'est ça qui était bien, quoi. C'est le. Bah, tu regardes cette période-là, tu regardes Jurassic Park, tu regardes Star Wars, t'as des thèmes et le thème il reste, quoi. Désormais, c'est plus la bande sonore d'un film qui va faire son attrait. Ou bah tiens, regarde, même tu parlais de musique sur cassette, tu regardes les Gardiens de la Galaxie, la BO en elle-même, j'en ai, je sais pas, Non, mais tu prends je me rappelle Tarantino, absolument pas. Tarantino, Et chaque ouais, film, tu tu prends connais les Tarantino. musiques, quoi. C'est voilà. Et de Retour vers le futur, Voilà. c'est ça. C'est un cinéma qui utilise. C'est pas qui fait de la musique pour le film, mais qui a l'intelligence aussi d'aller chercher des morceaux qui existent et de leur donner une seconde vie à travers le cinéma, quoi. C'est Ouais, Exactement. au final, c'est plus un morceau de machin, c'est le morceau. le morceau de tel c'est le film. morceau de Retour vers le futur, quoi. Voilà. Et comme tu disais, de Tarantino, ouais, il y a beaucoup de ces films, il y a des musiques que tu vas entendre, c'est directement, tu vas penser à Kill Bill, tu vas penser même à son premier film, purée, je suis en train d'avoir un trou. Le premier Tarantino, Pulp Fiction. Ah, purée. Non, celui-là d'avant, Ouais. Réservoir Dogs. Ouais, dans Réservoir Dogs et tout, il détourne une musique vachement connue américaine. Voilà. Mais non, mais c'est Et- terrible. cette Tu donnes un film musique-là, de Tarantino, t'as la musique, quoi. Voilà, c'est ça, c'est tin, tin, tin. Et comment dire, ça, ouais, c'est l'apport de Tarantino, c'est ce qu'il a pris des années 90, qu'il a remis, parce qu'il y avait beaucoup des films des années 90 où tu regardes même un Mad Max 3 avec
où tu vois Tina Turner qui va chanter, tu vois il y a des morceaux en dehors de la BO qui sont dans les films, qui continuent encore à avoir une vie maintenant. Et en même temps, Retour vers le futur a eu un thème absolument génial, Et chose comme qu'on a beaucoup de films de des années moins en 80, moins, je pense aussi quoi. parce que c'est des films cultes, hein, mais automatiquement, dès que c'est culte, et c'est aussi, enfin, faut dire aussi que la musique dans les années 80, c'est quand même des musiques qui rendent vif dans la tête. Euh, on est entre le rock et puis le début de la techno, donc voilà, ça commence à bien rentrer dans la tête. Et ouais, c'est des musiques qui sont hyper entraînantes et qui se gardent assez vite, hein. C'est pas pour rien, sincèrement, aujourd'hui, si quand t'es dans une soirée ou un mariage, on te ressort que des morceaux des années 80. Émile et Images et compagnie, t'y as tout le temps droit. Pourtant, personne, on est Oui. d'accord, hein, c'est plus les années 80, mais c'est systématique parce que c'est une musique qui est festive, qui rentre facilement dans la tête, qui est facile à garder, qui est dansante, qui est dynamique. Voilà, c'est les Ouais, années puis- 80, quoi. mais c'est aussi des musiques, qui vieillissent pas. Quand tu vois certains films de maintenant qui sont faits avec les musiques du moment, parce que c'est les musiques qui marchent. Enfin, dans 10 ans, personne n'en aura rien à foutre de la bande son, Tu quoi. feras juste. Tu prends, Exactement. Tu feras juste. Ah tu oui, prends un c'était Fast il y and a 5 ans, Furious. c'est ça. Ouais. Tu prends un Fast and Furious, tu prends la bande son qui est, en fait, c'est que des titres qui sont, enfin, qui sont joués au moment où le film est sorti. Après, de toute façon, il y a la moitié des artistes, ils ont sorti un album et puis t'en entends plus parler, quoi. Mais Il y avait un peu de ça. C'est pour ça que je prenais. C'est pour ça que je prenais comme exemple le Gardien de la Galaxie, où tu vois ça compile qui ne sont que des morceaux des années 80 ou des années 70, et cette compile a cartonné, quoi. Tout le Ah monde ouais, l'a c'est mais, fait, parce que quoi. Je suis le on est premier aussi à nostalgique, hein. l'écouter régulièrement. Moi aussi. Mais après, il y a aussi le petit clin d'œil et le petit coup marketing. On ressort un vieux baladeur Sony Mais c'est ça aussi, c'est-à-dire que pour faire le mais coup de pub. Parce que, sur Retour vers le futur, c'est tout à truc de fait, c'est l'époque. ça. Et c'est ce qui est Quoi. d'ailleurs intéressant dans le film, c'est comme on est quand même dans un film où, on va dire, quasiment 60% du film se déroule dans les années 50, avec un style années 50. La musique, pour le coup, est extrêmement importante parce qu'elle permet quand même de garder le film dans les années 80, et notamment dans le cœur de cible des années 80, c'est-à-dire que les ados qui les regardent dans les années 80, ils ont quand même besoin, il ne s'agit pas de regarder un film avec des voitures des années 50, avec l'univers et la musique des années 50. C'est un film, vraiment, c'est pour le coup, alors, je pense que c'est un film des années 80, c'est Retour vers le futur, et pourtant, plus de la moitié du film ne se passe pas dans les années 80 et n'est pas dans un univers années 80. Mais c'est la musique qui vraiment te marque, vraiment t'identifie, te colle à la peau comme étant un film des années 80. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet. On avait un peu dévié sur l'identité les musiques dans le cinéma. Ça pourrait être un bon sujet de débat, apparemment, là, quand on vous lance sur le sujet, c'est très intéressant. J'y ai pas trop participé pour éviter de trop dévier, parce que bon, voilà, c'est pas le sujet, mais ça pourrait être une bonne idée un jour. C'est à noter, pourquoi pas. Donc si vous avez dernière chose à apporter à propos du film cette fois-ci, ou du contexte du film, c'est maintenant. Si vous avez une dernière remarque à faire, peut-être. Bah, Oh, un dernier bout sur Oasis, vu on l'a compris, hein, il a pas aimé le film, hein. On Non, pourrait y c'est aller un, tous c'est en un cœur, film. parce que... Je le regarderai sans doute avec plaisir d'ici peu pour me le remettre encore pour le revoir une nouvelle fois de manière plus décontractée, je veux dire. Mais non, mais sincèrement, c'est rassurant aussi. Ça veut Comment dire ça aussi, non, mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui regarderait le film aujourd'hui y adhérerait peut-être pas forcément comme. Enfin, il y a un petit côté exclusif, c'est-à-dire que fallait être né à cette époque-là pour Voilà. l'apprécier, quoi. c'est aussi un petit peu moi, c'est ce qui fait par moi, c'est de toutes les trilogies. Retour vers le futur, c'est pour moi la numéro 1. Alors je suis un fan de Star Wars, mais c'est la numéro 1 parce que Star Wars, déjà je l'ai découvert avec la prélogie. Excusez-moi. Mais voilà, j'en ai marre de voir des jeunes de 20 ans aujourd'hui. Enfin, ouais, 20 ans, c'est jeune. Et puis bientôt, Coucou. des gamins de 7-8 ans qui vont dire Star Wars et compagnie, génération Star Wars. Non, génération Star Wars, c'était les mecs qui ont 35 ans aujourd'hui. Retour vers le futur, c'est quand même rassurant de se dire que il y a vraiment que nous qui l'avons vu à l'époque, qui pouvons vraiment être encore émerveillés par ce film, et que aujourd'hui, quelqu'un qui le regarderait aurait un regard un peu plus critique, verrait que verrait un peu plus les ficelles. Voilà, ça réconforte. Tu dis voilà, ça au moins on pourra pas nous le retirer, ça reste à nous. C'est bien. C'est la marque des années 80 et ce sera dur de la détacher, ouais.
Mais je te rejoins parce que moi, je suis plutôt. On a tous une différence d'âge, mais je suis le plus âgé. Pour moi, comme tu disais exactement, il y a trois trilogies. Moi, je suis trilogie Star Wars. Ensuite, tu as la génération trilogie Retour vers le futur, et tu as la génération trilogie Jurassic Park. oui. Jurassic Park, et C'est pas après une derrière, trilogie, tu as. Jurassic Park, arrête. Ouais, C'est une c'est pas duologie, réellement une arrête. trilogie, mais ouais, voilà, et, le 3, on peut le rayer. Mais c'est comme moi, par exemple, le Retour vers le futur 3, je le porte pas Non, j'adore, tellement. moi. Ouais, parce que moi, justement, j'y vois énormément d'incohérences. Justement, je l'ai vu, j'étais beaucoup plus vieux, et j'y ai vu énormément d'incohérences. Mais c'est vrai qu'on a des trilogies, et Retour vers le futur 3, ça a marqué une époque, une génération, ou une intergénération. Et je comprends qu'Oasis, tu peux avoir un regard un petit peu plus extérieur dessus, mais ça évite pas de te faire huer quand même. C'est pas bon, Merci, je note pour la prochaine fois. Hein. Tu me rappelles de pas te proposer de venir. Mais pour rajouter un truc sur le film et rallonger Dernière un peu chose, ce podcast, c'est aussi souligner quand même que dans ce film il y a quand même des petits moments je vais pas dire de drame, mais c'est aussi l'un des charmes du film, c'est qu'il joue beaucoup sur les émotions. Et il y a quelques moments, il y a quelques plans j'ai parlé un peu plus tôt du plan où Marty regarde son père juste avant le voyage dans le temps. Ils sont à table et il y a un moment un regard de Marty qui dure 1 ou 2 secondes à l'écran sur son père et qui est très pathétique. Il y a la mort de Doc Brown, tué par les Libyens, qui est un moment aussi touchant. Enfin voilà, c'est quand même, il y a aussi des des sujets un peu graves, mais qui sont, voilà, je trouve que c'est bien mélangé. Il y a des moments où t'es hyper joyeux devant le film, puis des moments où t'es un peu plus posé, t'es un peu plus. C'est pour le coup, c'est limite un film très adolescent. C'est-à-dire que les adolescents, c'est quand on est adolescent, on passe d'une émotion à une autre en 30 secondes. Et le film, c'est un peu ça, quoi. Franchement, il y a des jolis moments de cinéma aussi dedans. Ah, si, une correction, tout à l'heure, j'ai employé le nom Gravity. Erreur, c'était Interstellar que je voulais parler, hein. C'était pas de Gravity. Purée, sérieux. Alzheimer. Je voyais pas trop le rapport, Moi non plus. j'ai trop osé rien dire, mais Vu que ça fait longtemps que j'ai vu Gravity, je me suis dit on va pas relever parce que je vais passer pour un ridicule après derrière, mais ouais, je vois ce que Faut tu veux jamais dire. relever ce que dit Steve Core, de toute façon, c'est bien connu. Voyons. Bon, et ben en tout cas, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir je te remercie, répondu. c'était ma dernière émission. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était un plaisir de reprendre. Est-ce que un petit tour de table pour savoir si les auditeurs souhaitent vous retrouver, que ce soit sur Internet, c'est un peu l'instant promo. Est-ce que vous avez des endroits où on peut vous retrouver? Alors on commence par l'ordre alphabétique. Dino. Moi, j'ai déjà fait un peu tout à l'heure ma promo pour On a chez les endives, donc je vais pas m'attarder. Oui. Mais mon compte Twitter perso, c'est @dinoscope, donc voilà, n'hésitez pas à venir discuter. Et Ou attendez, d'ailleurs, je donne des Dino, clés, Dino parle à son propre compte Twitter d'On achète bien les endives. Hein. Mais non, c'est pas mon compte Twitter, c'est le compte d'On achète bien les endives, c'est pas Oui, enfin, c'est pareil. tout qui est derrière. non, mais on avait bien compris qu'il y avait des petits problèmes des fois. Oui, j'avoue qu'on forme un couple d'une seule personne qui est un peu difficile à cohabiter. Quand tu regardes les tweets passés, tu fais oui, bah ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il a fumé ce matin? C'est ça. Eh ben, je fume des endives. C'est pas bon, mais bon. Non, visiblement, non, c'est pas terrible. Bon, et le monsieur qui a une voix un peu particulière depuis le début de l'émission. Non, quand même, on reconnaît un peu la voix quand même. Milou, où est-ce qu'on te retrouve avec ta voix normale? On me retrouve sur le site fmicast.net. Logiquement en direct vendredi si j'arrive à régler tous les problèmes. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. déjà Non, pas et puis mal, Twitter, ouais. Twitter @lemilou, voilà. Et bon, Steph Core, projet podcasting pour l'instant. Enfin, pas de public. Eh bien, je suis très heureux de recommencer cette émission, cette rentrée avec toi, Oasis. Donc, ce soir, nous allons parler de Oh, le Retour vers faux le cul. futur, c'est ça?
On sent qu'il veut revenir. Non, on peut me retrouver, que je squatte un peu partout, quoi. Donc, vous pouvez me retrouver dans des épisodes de On achète bien les endives, sur À l'affiche, lorsque un jour je serai réinvité, ce dont j'ai un doute. D'ailleurs, On achète bien les endives, allez plutôt regarder dans les archives, parce qu'il sera pas dans les prochains numéros. Et voilà, j'ai perdu tout du podcastique. Et ce vendredi, vous me retrouvez sur le chat du FMIcast, sur le live que Milou réalise. Sur fmicast.net. Voilà. Et autrement, je suis sur Twitter, @StephCore, mais j'ai déjà trop de followers, c'est pas la peine, ne venez pas plus. Ne me followez pas. C'est une demande, faut qu'on rectifie le problème. Et ben voilà, c'est fait. Moi, je m'en vexerai même pas. Du moment que je vous ai dans les listes, c'est bon. Hein. Et que je puisse profiter de la schizophrénie de Dino, c'est nickel. Quoi. Mais on n'est pas schizophrène. Bon, et pour l'émission, vous pouvez nous retrouver sur alaffichepdc.fr. D'ailleurs, si vous allez sur suggestion.alaffichepdc, vous avez accès à un Google Doc qui vous permet de suggérer des films que vous avez aimés, que vous aimeriez nous faire découvrir et que on pourrait potentiellement traiter dans l'émission. N'hésitez pas à nous les envoyer. Il y a des limites dans le choix des films. Je veux pas de pornographique. Après le reste, je ferai le tri. C'est la seule limite. Après le reste, à te faire voir. je m'attends au pire d'un mec schizophrène, mais bon, on verra après. Donc, tu touches un peu, hein, t'arrêtes pas de dire nous envoyer, nous répondre. Hein, oui, je sais pas pourquoi je parle comme s'il y avait une équipe de 20 personnes derrière, alors que bon, il est tout seul. C'est moi qui fais la gestion et la production de l'émission, mais bon. Et autrement, vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, sur le compte @alaffichepdc, et on est également sur Facebook avec @alaffichepdc, à l'affiche le podcast. Vous retrouverez, vous inquiétez pas, tous les liens dans la description du podcast. Donc n'hésitez pas à nous faire un tour, un petit commentaire, un petit bonjour. Tous ceux qui avaient voté pour nous dans l'émission, n'hésitez pas à nous faire bonjour. C'est bien de savoir qu'il y a plus que 3 personnes qui nous contactent sur les réseaux sociaux. C'est toujours agréable. Ça fait plaisir. Donc autrement, merci à vous de nous avoir écoutés et on va se quitter comme d'habitude avec une musique pour boucler l'épisode. Cette fois-ci, c'est une musique qui a été composée par Kenton, qui s'appelle Podcast Kills Radio Stars, qui a été composée à l'occasion du 27-24 avec l'appui de Feel Good de l'association Podchose. N'hésitez pas à aller l'écouter, elle est disponible sur YouTube, je mettrai également le lien dans l'émission. Et on se quitte sur ce morceau d'émission, et puis je vous dis rendez-vous à la prochaine fois, salut. Oh, salut. Salut. Contrôle
le géant dinosaure. Au revoir. C'est fringard. Podcast Kill the Radio Star. Kill the radio stars. Kill the Radio Stars. Kill the radio stars. Kill the Radio Stars. Ha 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 ha.